Merci d'être avec nous dans cette édition dominicale consacrée essentiellement à la rétrospective de la semaine. Ligue des champions de la Confédération africaine de football, les Dauphins noirs de Kinshasa l'emportent sur un score des 2-0 face aux Sfaxiens de la Tunisie. Le match retour est pour le week-end prochain. Journée mondiale de la paix, la ville de Goma a vibré sous les rythmes d'un méga concert organisé à l'aéroport avec un invité de marque, le chanteur américain Akon. Puis, pas question d'examiner le projet de loi sur la révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Les groupes parlementaires UDPS et Alliés ainsi que UNC et Alliés sont montés au créneau ce dimanche et décident d'arrêter leur participation au débat. Ces députés nationaux membres des groupes parlementaires UDPS et Alliés et UNC et Alliés, tous de l'opposition, réagissent ainsi à la décision prise par le bureau de la Chambre basse du Parlement d'aligner le projet portant révision de la Constitution au cours de cette session dite essentiellement budgétaire. Ils décident ainsi de ne pas participer aux débats qui seront organisés et demandent également à leurs représentants de la CENI de démissionner. C'était au cours d'une déclaration lue ce dimanche par Sami Badibangui, président du groupe parlementaire UDPS et Alliés. Suivons cet extrait choisi par Alain Boma. Nous suspendons notre participation à toute plénière qui aura pour ordre du jour le débat général sur les projets de loi du gouvernement portant organisation des élections ainsi que sur celui ayant trait à la révision de la Constitution. Étant donné que toutes ces initiatives contribuent à la dégradation de l'environnement général des élections, avec comme conséquence de vicier dangereusement l'intégrité, la crédibilité et la transparence du processus électoral, au regard du fait qu'en lieu et place de la présentation d'un calendrier global des élections, conformément aux dispositions de l'article 9, alinéa 5 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, tirant les conséquences de ce qui précède, les groupes parlementaires UDPS et Alliés et ses partenaires, ainsi que le groupe parlementaire UNC et Alliés, annoncent solennellement tant devant l'opinion tant nationale qu'internationale, qu'ils suspendent jusqu'à nouvel ordre leur participation aux activités de la CENI. Et demandent à leurs représentants d'arrêter toute affaire cessante, toute participation directe ou indirecte aux activités de cette institution. Vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait de Sami Badibanga de l'UNC qui a lu cette déclaration. Dans le Nord Kivu, Goma était en pleine effervescence ce dimanche, en pleine célébration de la Journée internationale de la paix. Il est temps de consolider la paix et déposer les armes, ont martelé Julien Paluku Kaunga et Martine Kobler, respectivement gouverneur de province et patron de la MONUSCO. C'était à l'aéroport de Goma pendant que plus de 10 000 personnes assistaient à un méga concert tout feu tout flamme. À l'affiche, le rappeur congolais Lexus Legal et la star américaine d'origine sénégalaise Akon, organisation rendue possible grâce à l'ONG américaine Peace One Day. Nous y reviendrons avec détails dans nos prochaines éditions.
Revenons dans la capitale, autre actualité de ce jour. En sport, football, demi-finale de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. L'association sportive Vita Club l'emporte dans la douleur face au club sportif sfaxien de la Tunisie au stade Père Raphaël de la Kétule de Kinshasa sur un score des 2-0. Même score qui a fait tomber les Corbeaux de Lubumbashi face à Sétif d'Algérie. Les matchs retour sont prévus le week-end prochain. En page rétrospective, 15 septembre, journée internationale de la démocratie, mais en République démocratique du Congo, c'est la rentrée parlementaire. Les députés nationaux et sénateurs ont repris le chemin du Palais du Peuple depuis lundi. Cette session qui se veut essentiellement budgétaire, mais dont les matières politiques auront une grande place. À l'Assemblée nationale, les élus du peuple étaient appelés à la prise de conscience face aux enjeux de l'heure. Cette fontaine devant le Palais du Peuple n'est alimentée que lors des grandes cérémonies. C'était le cas ce lundi à l'occasion de la rentrée parlementaire. À l'Assemblée nationale, les discours du président de cette chambre étaient fort attendus, surtout au sujet des enjeux de l'heure. C'est un Robin Minakou sage qui appelle tous les députés à la prise de conscience devant des choix à faire au sujet des questions d'intérêt national lors de cette session. Tous les représentants du peuple doivent savoir se débarrasser de leur costume de politiciens et arborer celui d'homme d'État. Ce moment-là est bien arrivé. Dans les démocraties électives, il est demandé aux représentants que nous sommes d'incarner autre chose que les représentants. Cette autre chose, c'est notamment la délicate mission de représenter l'État. Un discours qui fait l'unanimité dans les chefs de ses collègues députés. Nous sommes en effet à la croisée des chemins, mi-mandat pour cette législature. Nous sommes à l'aube de la fin d'un cycle électoral qui doit pouvoir amorcer un nouveau et un débat de société qui est lancé sur la question de la révision constitutionnelle, sur laquelle les gens doivent se comporter en homme d'État et j'espère que les uns les autres nous nous comporterons comme tels. Un discours politique de haute portée qui appelle les députés à leur responsabilité, d'engager des discussions sincères et des discussions franches pour faire avancer le pays. Et je pense qu'il a mis chaque député devant ses responsabilités. Ces décisions que nous devons prendre, le président de l'Assemblée nationale l'a dit, doivent être dans l'intérêt supérieur de notre peuple que nous représentons. Donc je crois que là c'est clair, il faudrait que les gens sachent que quelles que soient les formules, quelle que soit la direction que nous devons prendre, tout sera décidé dans cette salle-là, c'est dans ce bâtiment du Palais du Peuple. Nous avons pris 2 ans et demi pour appliquer le contrôle parlementaire, bien entendu, mais avec l'aspect pédagogique, comme a dit le président, c'est-à-dire des conseils. Mais cette fois-ci, on va sanctionner. Le budget 2015, la loi électorale, les nouveaux codes de famille, loi sur la décentralisation, sont là les matières prioritaires pour cette session de septembre. Et si à la Chambre basse du Parlement, le président Robin Minakou n'a pas pris de position au sujet de l'éventuelle révision constitutionnelle, à la Chambre haute, par contre, Léon Kengo Adondo a été très clair. Le président du Sénat trouve inopportun d'une révision constitutionnelle à 2 ans de la fin d'une mandature, de propos tirés de son discours d'ouverture de la session de septembre, des propos qui n'ont pas manqué de trouver des réactions controversées. Suivant. J'ai entendu les propositions concernant l'avis du président sur certaines matières. Ce n'est qu'un avis du président et le débat va s'engager. Nous avons chacun son point de vue. C'est la pure démocratie, c'est son droit. Mais quant aux dispositions autres que celles de sa position, notamment la révision constitutionnelle, il y en a qui réfléchissent autrement. Et pour l'intérêt du peuple. Et à ce moment-là, on va interroger le peuple va trancher. La révision constitutionnelle est constitutionnelle. Elle est prévue. Mais c'est pour les dispositions non intangibles. Quand il s'agit des dispositions non révisables, que nous qualifions de verrouillées, ces dispositions ne peuvent pas
être révisées parce qu'elles sont verrouillées. Et si on veut les réviser, en ce moment-là, il faut appeler un autre corps, une constituante, qui veut faire c'est une nouvelle constitution. Là, c'est un changement de constitution, c'est un changement de régime, c'est dans certains pays même un changement de république. La cohésion nationale ne passe que par la constitution, la loi fondamentale. Nous ne refusons pas qu'il y a deux volets. Il y a les articles intangibles et puis il y a les dispositions qui peuvent être révisées. Mais en ce qui concerne les dispositions à réviser, il n'y a pas d'opportunité. Il n'y a pas d'opportunité. Le plus important, ce sont des questions sociales. Le plus important, c'est la cohésion nationale. On n'a plus droit à l'erreur. La réussite des élections est un impératif absolu pour la République démocratique du Congo qui doit consolider sa démocratie. La CENI dit sa détermination à y parvenir et la question préoccupe également les différents partenaires. La nouvelle directrice pays du PNUD a rencontré le président de la Commission électorale nationale indépendante jeudi matin au siège de cette institution. Le financement de ce processus a été l'un des points essentiels de ces échanges. Comme promis au cours de son précédent point de presse, le ministre de la Communication et Médias a promulgué une nouvelle liste de bénéficiaires de la loi d'amnistie du 11 février. 206 personnes constituent la 6e vague depuis la promulgation de la dite loi. Cette nouvelle vague de libération constitue, vous le savez, la 6e depuis qu'a été promulguée la loi d'amnistie le 11 février 2014. Je voudrais rappeler au nom du gouvernement que l'admission au bénéfice de l'amnistie concerne uniquement ceux de nos compatriotes qui sont en conflit avec la loi, hormis pour cause de crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, et qui se sont soumis à l'obligation de signer l'acte d'engagement indiquant leur volonté de ne plus se compromettre à nouveau dans des actions violentes contre leur propre pays. Au cours de ce même point de presse, Lambert Mende a abordé également la question liée à la révision constitutionnelle en répondant à la lettre pastorale de la SENCO. Pour le gouvernement, dans une société démocratique, nul ne peut s'arroger le pouvoir d'empêcher le choc des idées, qui reste un atout pour le progrès. La prétention de nos compatriotes, auteurs de la lettre pastorale du 14 septembre, à museler par des menaces à peine voilées toute opinion contraire à la leur, donne quelque substance à nos inquiétudes face à ce qui n'est rien moins qu'un véritable cas d'école de procès d'intention. Aucune institution n'ayant jusque-là, je le répète, pris une quelconque initiative de révision concernant l'article 220 de la Constitution. La majorité présidentielle serait bien inspirée d'examiner en profondeur les véritables motivations et les conséquences pour la préservation des acquis de la lutte du peuple congolais pour sa liberté. Prétention de représenter à moi tout seul. Vous veniez donc là de suivre la réaction du porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, sur la position prise par la conférence épiscopale nationale indépendante s'agissant de la révision de la Constitution. Lambert Mende Omalanga, qui était face à la presse jeudi, a jugé inappropriée cette prise de position. Je disais, on n'a plus droit à l'erreur. La réussite des élections est un impératif absolu pour la République démocratique du Congo qui doit consolider sa démocratie. La Commission électorale nationale indépendante dit sa détermination à y parvenir et la question préoccupe également les différents partenaires. La directrice pays du PNUD a rencontré l'abbé président de l'organe électoral jeudi au siège de cette institution. Le financement de ce processus a été l'un des points essentiels de ces échanges. Au-delà de la question de financement, l'organisation des élections sous-entend un cadre d'échange avec différents partenaires et acteurs impliqués dans le processus électoral, seul moyen susceptible de promouvoir les bonnes pratiques, éviter les erreurs et tirer des leçons sur les expériences passées. C'est dans cette optique que la nouvelle directrice du PNUD a fait le déplacement pour le siège de la Commission électorale nationale indépendante.
Au menu des échanges, l'importance des élections, les efforts déployés par la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que la question du financement du processus électoral. Le PNUD a été un partenaire sur les élections en 2006, en 2011 et va continuer dans le cadre du processus électoral. Le PNUD apporte un soutien technique au processus électoral et c'est dans ce contexte-là qu'on va continuer à soutenir les efforts de la Commission. Ces assurances du Programme des Nations Unies pour le développement, partenaire important en termes d'accompagnement, sont un signal fort pour la Commission électorale nationale indépendante qui tient à gagner Paris. Nous avons un comité de partenariat avec qui donc nous travaillons étroitement, un comité technique aussi qui nous permet d'échanger. Et donc en souhaitant la bienvenue à la directrice pays du PNUD, nous ne pouvons que réitérer notre collaboration avec le PNUD et espérer que ce processus qui sera long, parce que 3 années électorales c'est quand même long, que nous puissions trouver les uns les autres les ressources nécessaires pour mieux engager le processus et l'améliorer. C'est désormais à une vitesse de croisière que roule le train des élections. Y aura-t-il relocalisation des FDLR du Kivu vers l'Équateur et la province orientale? L'on observe un blocage à moins de 2 semaines de la première réévaluation du processus. Depuis son lancement fin mai 2014, c'était l'un des points évoqués mercredi au cours du point de presse hebdomadaire de la mission onusienne pour la stabilisation du Congo. Les désarmements volontaires des FDLR a débuté depuis le 30 mai 2014 et jusqu'à ces jours, ils ne sont que près des 400 avec leurs dépendants assez désarmés dans le nord et sud Kivu. Et ce qui est de la relocalisation du Kivu, la situation s'enlise. Ce n'est pas un ministère, ce n'est un secret pour personne. Ce n'est un secret pour personne. À l'heure actuelle, le processus semble bien bloqué du seul fait des acharnements, des nouvelles conditionnalités posées par le leadership de FDLR et qui, pour nous, est à tous égards, pas pour nous seulement, mais pour les autorités congolaises, pour la SADC et pour la conférence internationale de la région des Grands Lacs, à tous égards inacceptable. Donc, encore une fois, la communauté internationale est en train de réitérer son appel au FDLR pour désarmer sans condition et pouvoir être relocalisé hors du Québec. Une conférence de presse de la MONUSCO est une occasion pour Abdallah Wafi de réaffirmer la volonté de son institution à poursuivre sur la voie de la paix, comme voulu par les FDLR. Le dernier événement en date, c'est la fameuse lettre que les FDLR ont envoyée au président en exercice de la SADC, le président Mugabe, lettre dans laquelle ils ont réitéré leur volonté sous aucune condition de quitter le Kivu. Et donc de maintenir, de rester dans ces 2 camps qui sont des camps de transit provisoire. À l'heure actuelle, il y a des initiatives politiques et diplomatiques en cours pour mettre la pression sur le leadership du FDLR pour leur donner une dernière chance de se rendre. Par ailleurs, les sommets de Luanda avaient donné 6 mois à dater du 1er juillet 2014 aux FDLR de se désarmer, se relocaliser et de rentrer chez eux pour ceux qui veulent rentrer et à la communauté internationale de choisir un pays pour ceux qui ne veulent pas rentrer au Rwanda. Autre sujet à la une cette semaine, scène de liesse et cris de joie. L'archibishop Fernando Coutinho est libre après une condamnation de 6 ans suite à la grâce présidentielle qui lui a été accordée. Dès l'annonce de la nouvelle, des fidèles de l'église Armée des Victoires ont accouru à la clinique Nganda où est soigné le prélat. On explique l'acte posé par le chef de l'État comme un geste destiné à favoriser la cohésion et la concorde nationale. Ils se sont amassés ce lundi matin devant le centre hospitalier Nganda où l'archibishop Coutinho Fernando a passé les derniers instants de son incarcération. Les fidèles de l'église de l'Armée de Victoire tenaient absolument à assister à la libération de leur pasteur. Il nous a toujours prêché que nous sommes des victorieux, la nuit comme le jour. C'est comme lui a vaincu. Il a emboîté le même chemin que Daniel. Nous sommes venus que pour le sortir de l'hôpital. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est un grand jour. C'est un jour de l'exaucement. Vous savez,
Il y a des prières qui se sont levées de partout dans le monde pour cet homme de Dieu qui a fait un travail de titan, particulièrement dans notre pays, le Congo. Et aujourd'hui, Dieu le sort de cette captivité au fait. Voilà pourquoi nous venons rendre gloire au Seigneur. Nous venons dire merci au Seigneur pour cette grande œuvre. Très ému pour la libération du pasteur. 8 ans, loin de sa famille, enfermé. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Malheureusement, ils ne verront que l'embarquement de valises de leur berger. Direction la prison centrale de Makala. Quelques minutes plus tard, le numéro 1 de l'armée de Victoire apparaît affaibli par la maladie pour des procédures administratives avant sa libération. De la peine restant à purger dans le cadre de l'arrêt rendu. Trêve de cérémonie protocolaire, la tunique de prisonnier lui est ôtée. Coutinho Fernando est enfin libre après 8 ans d'incarcération. Ses premiers mots en homme libre. Je sais que c'est Seigneur. En dehors de l'enclos, c'est une foule en liesse scandant de cris de joie pour remercier le bon Dieu et les présidents de la République pour cette libération. Au chapitre des infrastructures routières, modernisation à la vitesse supérieure, le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Fridolin Kassochi-Moussoka, a donné jeudi dans la soirée le coup d'envoi des travaux des bitumage de la nationale numéro 1, section Loangué-Pont-Lovois, long de 63 km à la frontière entre le Kasaï occidental et le Bandundu. Les perspectives de cet asphaltage sont relatives à déboucher sur Mbujimaï à l'horizon 2020. Par ce geste, le ministre en charge des ITPR lance officiellement les travaux des bitumages du tronçon Loangué-Pont-Lovois, long de 63 km. Lancement qui intervient 3 mois environ après celui du tronçon Bachamba-Loangué, long de 114 km, financé par l'Union européenne, où la société arabe Contractors effectue déjà les travaux. Les segments Loangué-Pont-Lovois nécessitent d'être bitumés pour mettre fin au calvaire des usagers de cette route qui, pour la parcourir, effectuent un véritable parcours de combattants. Fridolin Kassochi-Moussoka et sa suite l'ont également expérimenté en effectuant 10 à 12 heures pour atteindre le pont Loangué. Devant un parterre d'invités, parmi lesquels 4 membres du gouvernement, à savoir le ministre de l'Agriculture, de l'EPSP, de la Santé publique et le vice-ministre du Plan, en compagnie du conseiller principal du chef de l'État au Collège Infrastructure, le gouverneur du Kasaï occidental remercie le chef de l'État, Joseph Kabila, initiateur de 5 chantiers de la République, vision de modernisation et de reconstruction de la RDC. Ce projet des bitumages est un signal fort de l'intérêt porté envers la population ouest kassaïenne. Valentin Zongo, représentant pays de la BAD, réaffirme la volonté de son institution financière à accompagner la RDC dans tous les projets de développement. La banque confirme une fois de plus son engagement à soutenir le gouvernement de la République démocratique du Congo dans ses efforts visant la réhabilitation des infrastructures et la consolidation de son unité nationale et celle de son économie. 49 509 167 $ américains est le montant global de ce projet financé par la BAD. L'exécution de travaux a été confiée à l'entreprise chinoise Sino-Hydro. Les travaux à réaliser sur le tronçon Loangué-Pont-Lovois portent sur 7 mètres de largeur du corps des chaussées, comprenant successivement une couche de fondation en sable limoneux, une couche de base en grave non traité et une couche de roulement en béton bitumineux. Sur les bandes extérieures de la route seront aménagés, de part et d'autre, des trottoirs en enduit superficiel de 1,5 mètres de large. Fridolin Kassochi-Moussoka invite tous les acteurs impliqués dans la matérialisation de ce projet, notamment l'entreprise Sino-Hydro, la mission de contrôle AIC Progretti et la cellule infrastructure maître d'ouvrage délégué et tous les partenaires concernés à prendre toutes les dispositions idoines pour que les activités soient bien menées dans les stricts respects de règles de l'art.
Au chapitre des réactions, le ministre de l'Agriculture s'est félicité de ces réalisations qui permettront à la longue la connexion de toute la RDC, de sorte à faire de l'agriculture la locomotive économique du pays grâce à des routes mieux aménagées. On écoute Jean-Chrysostome Vahamouiti. Projet très important. Comme vous le savez, la route précède le développement économique, mais également le développement social. Et donc, dès que la route est là, c'est l'agriculture qui doit suivre tout de suite, et c'est le développement des infrastructures sociales. Et s'agissant de ce projet que nous venons de lancer aujourd'hui, avec à tête le ministre de l'Urbanisme, Habitat et Infrastructure, je dois vous dire que nous n'avons pas une seule bonne nouvelle, celle du bitinage du tronçon Louangué-Lovoa. Nous avons une nouvelle parallèle, c'est que parallèlement à ces activités de bitinage, le gouvernement congolais, à concertation et avec le financement de la Banque africaine de développement, va développer un projet de grande envergure, toujours sur le même tronçon, dans le Kasaï occidental et dans le Kasaï oriental, avec l'épicentre à Chikapa. C'est le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques au centre. Et pour terminer cette édition rétrospective, les délégués syndicaux des agents et fonctionnaires de l'État, membres de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, étaient en assemblée générale mardi en la salle de conférence de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Les représentants des fonctionnaires ont annulé le sit-in prévu mercredi devant le cabinet du vice-premier ministre et ministre du Budget. Aux dernières nouvelles, leurs revendications auraient connu des avancées. Constantin Tamboué. Il était ici question pour le bureau de l'intersyndicale nationale de l'administration publique de faire la restitution de la dernière rencontre qu'il a eue avec les autorités gouvernementales autour des revendications des fonctionnaires, des revendications des salaires qui ont failli les entraîner dans les actions syndicales de grande envergure que les délégués viennent tout de suite de reporter. Après notre réunion de mercredi, nous avons reçu l'invitation du vice-premier ministre et ce dernier nous a reçus le vendredi. Les problèmes que nous avions, nous les lui avons posés. Là où il fallait des solutions, il nous a répondu, notamment les 17 000 prévus pour l'augmentation des salaires des agents et fonctionnaires seront payés à partir du mois d'octobre. Il en est de même de 5 milliards destinés aux enseignants. Pour ce qui est des retenues des frais bancaires de l'IPR, impôt sur le revenu, les syndicats continuent à négocier la suspension de cette mesure. Nous avons dit que nous ne refusons pas, mais nous voulons voir clair dans la façon de retenir cela. Il faudra que les normes soient respectées. Étant donné que c'est une loi, il y a des choses qu'il faille respecter lorsqu'on doit opérer ça. Les syndicats attendent désormais que la convocation par le gouvernement des négociations entre les partenaires sociaux pour que des solutions durables soient trouvées aux problèmes des agents et fonctionnaires de l'État. Merci de votre fidélité renouvelée. Plus d'infos au www.bon-tv.com. Bon début de semaine à tous en notre compagnie.